Le lait et les produits laitiers sont-ils bons pour la santé? Ces dernières décennies, en France, le discours dominant, relayé par les services publics et les médias, nous ont mis en avant les bienfaits de la consommation régulière de laitage. Pourtant, des voix s'élèvent et des rumeurs courent sur les potentiels dangers cachés du lait. Aujourd'hui, on va voir en quoi consistent ces critiques et surtout si elles sont fondées. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Fabrice, je suis professionnel de santé en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnelle pour vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet au cœur de beaucoup de controverses, le lait. Vous avez été nombreux à me poser la question dans les commentaires de mes précédentes vidéos, alors j'ai décidé d'y consacrer une vidéo entière aujourd'hui parce que vous allez voir, il y a pas mal de points à aborder. On va donc aujourd'hui explorer les arguments principaux ainsi que les explications derrière les doutes qui se portent sur la consommation de lait afin que vous puissiez élargir votre panel de connaissances sur le sujet et confronter les visions existantes pour ensuite pouvoir faire votre propre choix éclairé. Alors cette vidéo se veut volontairement assez critique dans son approche. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à Thierry Soucard, auteur du livre Les mensonges et propagande, livre sur lequel je me suis appuyé pour vous préparer cette vidéo. Alors toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui ne sont pas toutes tirées de ce livre-là, mais j'ai choisi de vous en parler comme livre de référence sur le sujet. Comme je vous disais, parce qu'il va venir à l'encontre du discours dominant. Et puis tous les arguments que vous allez y trouver sont très bien documentés puisque vous trouverez à la fin, dans la section notes et références, vous trouvez l'ensemble des articles scientifiques sur lesquels l'auteur s'est appuyé pour développer son propos. Voilà, donc gardez en tête que, comme je vous l'ai dit dans la toute première vidéo de cette chaîne, le but est de cultiver un esprit critique en étendant nos connaissances sur un sujet, mais de votre côté, gardez toujours des réserves et croisez toujours vos sources d'informations avant de changer drastiquement votre modèle alimentaire d'une manière ou d'une autre. Donc si vous voulez aller plus loin, que ce soit pour découvrir les références sur lesquelles l'auteur s'est appuyé ou bien l'ensemble de son travail, je vous mets un lien affilié de ce livre-là dans la description où vous pourrez vous le procurer en soutenant la chaîne au passage. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps de visionner la vidéo dans son ensemble, je vous mets maintenant dans la description le chapitrage des différentes parties qu'on va aborder pour que vous puissiez aller directement voir la section qui aura retenu le plus votre attention. Aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir 4 points principaux qui ressortent dans les débats qui tournent autour du lait et qui sont les suivants. Donc, la présence de lactose et ce qu'elle implique. Dans cette partie, on va parler d'intolérance et de FODMAPs. Ensuite, on va parler de la caséine, une protéine du lait qui est très allergisante. On va continuer avec une hormone de croissance qui s'appelle IGF-1 et qui est très présente dans les produits laitiers. Et puis pour finir, on abordera la problématique du calcium et de la minéralisation osseuse. Donc on verra quel rôle vont jouer les produits laitiers à ce niveau-là. Alors on commence avec le lactose. Donc pour ceux qui suivent déjà la chaîne, vous savez maintenant que le lactose, c'est le sucre qu'il y a dans le lait. Ce lactose est présent dans le lait de tous les mammifères. Donc pour nous, ça veut dire qu'il est aussi présent dans les laits de brebis et de chèvres. Il faut savoir que quand on fait fermenter un produit laitier, les bactéries de fermentation vont métaboliser ce lactose, ils vont le faire fermenter. Et donc, plus un produit laitier va être fermenté, comme un fromage qui va être très affiné, moins il va contenir de lactose. Et plus le produit laitier va être frais, typiquement du lait, plus il va contenir de lactose. Alors, où peut être le problème avec ce lactose? Il faut savoir que à l'âge adulte, notre lactase, donc l'enzyme qui permet de digérer le lait dans notre tube digestif, va voir son activité baisser, et ce jusqu'à 90%. L'auteur estime que 70 à 75% des habitants de la planète ne peuvent plus bien digérer le lactose à l'âge adulte. Donc c'est un pourcentage qui va varier selon les pays et selon les ethnies. En France, pour nous, on serait une moyenne à 40% à plus bien digérer le lactose pour ces raisons-là. Alors la conséquence pour nous, c'est que si on ne le digère pas nous-mêmes, ce lactose, il va stagner dans l'intestin et c'est notre microbiote de fermentation qui va le métaboliser pour le faire fermenter. Donc en quelque sorte, il va nourrir les bactéries de notre flore intestinale. Ces bactéries de fermentation vont se faire un véritable festin, donc elles vont proliférer. La conséquence à court terme, c'est que cette fermentation dans l'intestin va provoquer une ribambelle de troubles digestifs, ballonnement, gaz, inconfort digestif, etc. Mais ça peut aller jusqu'à la nausée, les diarrhées, etc.
Et sur le long terme, eh bien, cette prolifération de flore de fermentation va finir par déséquilibrer notre microbiote. Voilà, tout ça vient du fait qu'il nous manque une enzyme digestive fonctionnelle qui est la lactase. Ce syndrome, ça s'appelle un déficit enzymatique, donc en l'occurrence une hypolactasie, et c'est précisément ce qui définit l'intolérance alimentaire. Donc l'intolérance au lactose, elle ne concerne pas tout le monde, mais elle est quand même assez répandue, avec potentiellement beaucoup de personnes qui sont concernées mais sans le savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que le lactose est un FODMAPS. Cela veut dire que c'est un sucre qui est particulièrement fermenticible. Il a donc tendance à augmenter beaucoup l'activité de nos bactéries. Donc quand on a une flore intestinale équilibrée, eh bien ok, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on a une intolérance, comme on vient de le voir, ça va finir par poser problème. Ou bien si on a déjà une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de notre flore intestinale, donc c'est le cas pour le SIBO par exemple, mais il existe d'autres types de dysbiose, eh bien dans ces cas-là, on va avoir beaucoup de symptômes digestifs. Certains de ces symptômes peuvent être les mêmes que ceux de l'intolérant au lactose et donc du coup ça va brouiller les pistes en quelque sorte. Donc comme je vous disais, les dysbioses, il en existe plusieurs. On les confond souvent et on les regroupe sous le même terme qui est un mot valise et qui s'appelle l'intestin irritable. Je ne peux pas vous en parler plus longuement aujourd'hui parce qu'il faudrait vraiment une série de vidéos consacrées, donc d'ailleurs qu'on essaiera de sortir sur la chaîne. Du coup, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ces vidéos quand elles sortiront. Bref, avoir une dysbiose ou être intolérant au lactose, ce sont deux raisons différentes qui expliquent qu'on puisse mal tolérer le lait. Dans les deux cas, on va avoir des troubles digestifs assez marqués, qui vont d'ailleurs être dépendants de la quantité de produits laitiers qu'on va ingérer. Et à terme, si cela se produit trop régulièrement, on peut finir par avoir également des troubles extra-digestifs avec de la fatigue, des maux de tête, etc. J'explique plus en détail les mécanismes et les solutions de l'intolérance au lactose dans ma vidéo sur le sujet. Donc je vous mets le lien dans un petit encadré en haut à droite de votre écran. Alors, un autre élément qui est présent dans le lait et qui peut poser problème, c'est la caséine. C'est une famille de très grosses protéines contenues dans le lait. Elle est également présente dans le lait de brebis, le lait de chèvre. Et il faut savoir que cette caséine a un fort potentiel antigénique. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à faire réagir notre système immunitaire assez fortement quand ils vont être mis en contact. Alors vous allez me dire, la caséine, elle arrive dans notre tube digestif, il n'y a aucune raison qu'elle soit mise en contact avec notre système immunitaire. Alors c'est vrai, en principe, il n'y a pas de raison qu'il soit plus en contact que ça si tout va bien au niveau de l'écosystème intestinal. Le problème, c'est que certaines personnes sont concernées par le syndrome qu'on appelle de l'intestin hyperperméable. C'est un trouble fonctionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une maladie, mais plus un dysfonctionnement temporaire ou non de notre barrière intestinale. En cas d'hyperperméabilité intestinale ou de leaky gut syndrome en anglais, notre barrière intestinale, qui est censée ne laisser passer que des aliments très bien digérés, va ressembler à une véritable passoire et va laisser passer des molécules qui sont beaucoup trop grosses, en l'occurrence des fragments d'aliments partiellement digérés. Et quand c'est le cas pour la caséine, eh bien, elle diffuse à travers la paroi intestinale et elle va se retrouver dans le sang. C'est là que le système immunitaire va l'identifier, va la reconnaître comme une protéine du non-soi, un agent étranger, et va commencer à réagir pour l'éliminer. Ce mécanisme, ça s'appelle l'hypersensibilité alimentaire et on va avoir un système immunitaire qui travaille constamment en arrière-fond pour se battre contre certains aliments que nous consommons. Cela va avoir un effet néfaste sur l'organisme puisque ça va générer un stress oxydatif et une inflammation chronique de bas grade, ce qui va, sur le long terme, faire le lit des pathologies dites de civilisation. Je ne rentre pas plus dans les détails, encore une fois, vous trouverez les causes et les solutions dans ma vidéo sur le sujet. Alors, on continue avec un autre élément qu'on va trouver dans le lait et qui concerne plus particulièrement le lait de vache, un facteur de croissance du nom de IGF-1 pour Insulin Growth Factor 1. Alors pourquoi le lait contient-il un facteur de croissance, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le lait de vache est destiné au veau et doit l'aider à grandir pour prendre entre 150 et 200 kg durant sa première année de vie. Le lait est donc un aliment riche du point de vue nutritif, mais aussi du point de vue hormonal, pour aider cet animal dans sa croissance fulgurante. Donc comme je vous disais, là pour le coup, il y a une différence entre lait de vache, lait de chèvre et lait de brebis, puisque ces deux derniers sont des mammifères qui sont plus petits, et donc on retrouvera en proportion moins d'hormones de croissance dans leur lait, donc les problématiques sont un petit peu différentes. Alors, est-ce que ça a toujours été le cas?
l'auteur semble suggérer que non, et que autrefois les vaches auraient produit un lait qui était moins concentré en hormones de croissance IGF-1. Cette teneur aurait, selon l'auteur, augmenté au fur et à mesure des croisements et des sélections génétiques faits par l'homme dans le but d'augmenter les rendements des vaches laitières à partir des années 60. Donc pour vous donner l'exemple que l'auteur donne dans son livre, eh bien, il nous dit que une vache donnait à la base 3 à 4 litres de lait par jour, donc avant les années 50, et que ce chiffre serait monté à 6 à 7 litres dans les années 60, puis aujourd'hui, on serait autour de 20 litres de lait produite par vache par jour, mais que dans les troupeaux les plus performants, on aurait certains individus qui sont même capables de donner jusqu'à 80 litres de lait par jour. Voilà pour l'exemple. Alors, en quoi est-ce que ça nous concerne? Eh bien, nous, les facteurs de croissance, on n'aime pas trop. En fait, le but d'un facteur de croissance, ça va être de faire multiplier les cellules. Et apparemment, pas uniquement les cellules saines, comme le souligne l'auteur du livre. Celui-ci met en avant les études qui font le lien entre IGF-1 et risque de cancer, et il déconseille ainsi la consommation excessive de lait et de produits laitiers pour les personnes concernées ou à risque de cancer hormonodépendant. Alors de ces études, l'auteur nous explique qu'il s'en est suivi un bras de fer entre l'industrie laitière qui défend que IGF-1 consommé et présent dans le lait ne passe pas dans le sang, et certaines recherches indépendantes qui affirment, elles, une corrélation existence entre risque de cancer, notamment celui de la prostate, des testicules et des ovaires, accru et consommation de laitage. Donc si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous renvoie vers le livre, le lien est dans la description. Alors pour finir, on va parler des produits laitiers, du calcium, des fractures et de l'ostéoporose. Là-dessus, nos recommandations officielles sont claires. Les produits laitiers aident les enfants à bien grandir et aident les adultes à maintenir une bonne minéralisation osseuse. Étant la principale source de calcium, il serait indispensable à la croissance et à la solidité de l'os à tous les moments de la vie pour construire et conserver un capital osseux le plus longtemps possible. Ça, c'est clair, pourtant, quelque chose cloche. En 2014, une étude prospective suédoise fait la une de la presse internationale. Les femmes suédoises qui consomment plus de lait ont plus de fractures que celles qui en consomment peu. La Suède détient le record mondial de consommation de lait et de produits laitiers. Et elle détient aussi le record mondial de fractures du col du fémur chez la femme de plus de 50 ans. En France, ce n'est pas du tout le discours dominant, puisque nous, on nous dit qu'on va réduire le risque de fracture en augmentant la consommation de produits laitiers. Pourtant, sur le plan international, l'OMS ne retient ni la consommation en calcium, ni celle des laitages parmi les facteurs qui prédiraient un moindre risque de fracture. Alors comment expliquer cela? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'équilibre acide-base dans notre corps. C'est une notion controversée, mais qui donne un bon aperçu des enjeux derrière la gestion du calcium dans notre organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps essaye à tout instant d'équilibrer nos constantes pour tendre vers un état d'équilibre que l'on appelle l'homéostasie. C'est le cas du pH que le corps essaye d'équilibrer autour de 7,35 et 7,45, c'est-à-dire qu'il est physiologiquement légèrement basique, on dit aussi qu'il est légèrement alcalin. Alors il existe plusieurs facteurs qui vont venir influer sur les variations du pH, et nous on va se concentrer sur la principale, c'est notre alimentation. Côté acide, nous avons les céréales et les protéines, dont le lait et surtout le fromage, qui contiennent soufre et phosphore qui vont contribuer à une charge acide. Et côté basique ou alcalin, nous avons les fruits et légumes, les épices et aromates et les racines et tubercules qui contiennent eux des sels de potassium alcalin. Alors au niveau phénomène de société, l'auteur souligne que nous serions en état d'acidose chronique à cause des céréales, protéines, fromages et produits riches en sel dont notre consommation a explosé. Alors comment réagit le corps à cette charge acide? Il va puiser dans nos os les substances dont il a besoin pour la neutraliser. En effet, nos os contiennent des citrates de calcium et des bicarbonates de calcium qui vont pouvoir tamponner, donc réduire cette acidité. Le problème, c'est que ce faisant, vous avez compris, il va puiser dans notre os notre précieux calcium. Nos os vont alors se déminéraliser et perdre leur densité osseuse, ce qui va engendrer une fragilité. C'est le début de l'ostéoporose. Alors pour le lait tel quel et les yaourts, la charge acide est encore assez faible pour poser un gros problème du moment que l'on n'en abuse pas. Pour le fromage, c'est vraiment une autre histoire. Les fromages à pâte dure sont les champions de l'acidification de notre organisme. Ce qui fait qu'en fin de compte, même si un fromage est très riche en calcium, il est tellement acide qu'en fin de compte, vous allez vous déminéraliser
plus que ce que le fromage vous aura apporté en calcium. La balance est donc clairement défavorable. Pour avoir une bonne source de calcium, c'est très important, il vous faut une bonne source, voire même 2 par jour. Vous allez pouvoir privilégier les aliments suivants. Les légumes crucifères, qui sont très riches en calcium, sous une forme qui est très bien assimilée, donc bien absorbée par l'organisme. Vous avez les choux chinois, les bettes, le chou frisé, le brocoli, etc. Ceux-là, ce sont les champions. Alors vous avez un tableau à la fin du livre qui est très intéressant, puisque l'auteur nous met en face à face les aliments qui sont riches en calcium et les compare aux apports que l'on peut avoir dans un verre de lait. Et donc par exemple, une portion de 120 g de chou frisé correspond à un demi-verre de lait, donc l'auteur précise 50 mg, en termes d'apport en calcium. Donc je vous renvoie au tableau à la fin du livre, puisque l'auteur fait son calcul en fonction de la capacité de notre corps à absorber de calcium, donc à la biodisponibilité du calcium dans les aliments. Ensuite, vous avez l'eau minérale calcique, les sardines, les amandes. Donc vous avez compris, il va vous falloir des bonnes sources de calcium tous les jours, et puis il va falloir aussi éviter d'acidifier trop son organisme. Donc on va essayer de ne pas abuser des protéines, des céréales, du fromage et du sel. Si vous voulez avoir un aperçu d'une assiette équilibrée, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet où je vous montre comment est-ce qu'on équilibre ses apports au quotidien. Alors avec tout ça en tête, on va pouvoir essayer de répondre à la question: doit-on boire du lait? Donc il semblerait que le lait ne soit pas un aliment obligatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le lait qui soit complètement capital à la santé et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vous pouvez vous en passer, mais vous pouvez aussi les consommer pour le plaisir si vous les tolérez. Nous aujourd'hui, on a vu beaucoup de contre-arguments à la consommation de lait, et ce qu'on a vu, c'est qu'ils sont surtout fondés du point de vue de la physiologie humaine. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire du cas par cas, de regarder, est-ce que vous avez des problèmes et des symptômes digestifs? Est-ce que vous avez des problématiques inflammatoires? Est-ce que vous êtes en bonne santé par ailleurs? Est-ce que vous digérez bien ce lait? Est-ce que vous avez une alimentation suffisamment alcalinisante? Donc vous consommez bien 5 fruits et légumes par jour, vous agrémentez votre cuisine de beaucoup d'aromates, d'épices, etc. Dans ce cas-là, du moment que l'on n'en abuse pas, oui, on peut consommer des produits laitiers sans problème. Ce qui est important, c'est de constater que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. J'espère qu'avec cette vidéo, au moins vous aurez quelques petits éléments de réponse et puis vous pourrez répondre à votre question pour votre cas à vous, est-ce que vous êtes concerné ou pas, et donc vous pourrez adapter votre consommation en conséquence. Cela peut être une bonne conclusion de notre vidéo. La consommation en lait et en produits laitiers est individu dépendante. On ne peut pas donner des grandes lignes directrices qui s'appliquent à tout le monde, plutôt des conseils individualisés. Allez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos questions et réactions dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.